Plongeons directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble la mécanique complexe de la gouvernance mondiale. En tant que conseiller aux Nations Unies, mon but dans cette synthèse, c'est vraiment d'évaluer ce délicat équilibre entre l'expertise technocratique et la souveraineté de la population. Et croyez-moi, il y a urgence à dépasser nos vieux indicateurs de succès national. C'est fascinant de voir concrètement comment nos États fonctionnent ou parfois, échouent face aux défis modernes. Voici notre plan d'action. On va passer en revue 6 grands piliers, de la confrontation entre démocratie et autoritarisme, aux mécanismes de contrôle, en passant par le rôle de la technocratie, l'impact du numérique, la transition vers une gouvernance citoyenne, pour enfin redéfinir ce qu'est vraiment le succès d'une nation. On y va ? Première partie, l'éternel débat entre gouvernance démocratique et autoritaire. C'est un contraste vraiment frappant, d'ailleurs très bien souligné par l'économiste Amartya Sen. Imaginez la démocratie comme une tortue. Ça peut sembler super lent pour réduire la pauvreté, souvent freiné par des politiques hyper fragmentées ou des cycles électoraux trop courts, mais, et c'est capital, ça évite les désastres à long terme. C'est simple, il n'y a jamais eu de grande famine dans une démocratie indépendante avec une presse libre. De l'autre côté, l'autoritarisme, c'est un peu le guépard. Ça peut faire des miracles économiques fulgurants grâce à des interventions directes imposées d'en haut. Mais attention, le prix à payer est énorme. On s'expose à un risque immense de catastrophes sociétales et de bouleversements majeurs. Historiquement, les preuves sont là. Passons à la deuxième partie, l'évaluation des mécanismes de contrôle gouvernemental. Alors, qu'est-ce que ça signifie vraiment être responsable pour un gouvernement ? C'est pas juste faire de beaux discours. C'est une exigence double, très concrète. D'abord, il faut une obligation de justifier publiquement ses actions. C'est ce qu'on appelle la redevabilité. Ensuite, et c'est tout aussi important, il faut avoir le pouvoir d'appliquer des sanctions ou d'exiger des réparations quand les choses dérapent. Sans ces deux éléments, un peuple ne peut tout simplement pas tenir ses dirigeants pour responsables. Pour que l'État réagisse, cette responsabilité repose sur 3 piliers. On a la responsabilité verticale, la plus connue, avec les élections régulières. Ensuite, la responsabilité horizontale, avec des freins et contrepoids internes comme les auditeurs ou la justice. Mais ce qui est particulièrement intéressant aujourd'hui, c'est l'explosion de la responsabilité sociale. C'est un outil redoutable pour contrer le recul de nos démocraties. Prenez l'exemple des bulletins de notes citoyens inventés à Bengaluru, en Inde. Ça permet aux citoyens ordinaires de noter et de surveiller directement les services publics. C'est une vraie révolution pour évaluer l'efficacité de l'État sur le terrain. Ce qui nous amène à notre troisième point, la tension entre l'expertise technocratique et la souveraineté démocratique. Qui doit vraiment prendre les décisions ? J'aime beaucoup reprendre l'analogie du navire de Platon couplée à cette fameuse phrase de Winston Churchill. En gros, pour traverser une tempête, on a absolument besoin de l'expertise d'un navigateur chevronné, c'est notre technocrate. Mais au final, ce sont les passagers, c'est-à-dire le peuple et sa souveraineté démocratique, qui doivent dicter la destination. Les experts doivent être à notre service pour nous éclairer, mais certainement pas avoir le pouvoir absolu. Mais du coup, on se pose forcément une question cruciale. Est-ce que cette technocratie, basée sur des chiffres et des faits, ne sert pas mieux l'intérêt public que notre système politique souvent chaotique ? En tant que conseiller, je dirais que la solution, c'est la coexistence des deux. Je m'explique. Prenons l'énergie nucléaire. C'est au public d'utiliser sa souveraineté pour décider démocratiquement si, oui ou non, on veut du nucléaire. C'est un choix de société. Ensuite, et seulement ensuite, l'expertise technocratique prend le relais pour construire les réacteurs en toute sécurité. C'est le duo gagnant, l'un ne peut absolument pas remplacer l'autre. Quatrième pilier, l'ère numérique. S'agit-il d'une émancipation ou d'un nouveau despotisme ? On fait face à un phénomène fascinant et un peu effrayant avec les réseaux sociaux. C'est vraiment à double tranchant. D'un côté, la technologie donne un pouvoir incroyable au public qui peut s'organiser et peser sur les décisions politiques en temps réel. C'est génial pour la démocratie. Mais attention au revers de la médaille. Ces mêmes algorithmes permettent l'émergence de ce que le politologue John Keane appelle le nouveau despotisme. Concrètement, certains dirigeants noient la population sous un déluge d'informations et de manipulations algorithmiques. Le but, créer tellement de confusion qu'on en arrive à accepter, de notre plein gré, une forme de servitude. L'équilibre est vraiment sur le fil du rasoir. 5e partie, la transition indispensable vers une gouvernance vraiment centrée sur le citoyen. Alors, comment l'administration publique s'adapte-t-elle pour mieux nous servir ? C'est simple, on a connu 3 grandes époques. D'abord, la vieille administration, super rigide et hiérarchique. Ensuite, on a eu la vague du nouveau management public, très axé sur le privé, le marché et l'efficacité à tout prix. Mais aujourd'hui, la stratégie évolue vers la nouvelle gouvernance publique. L'idée est forte, on ne considère plus le public comme de simples consommateurs de services, mais comme de véritables partenaires. On met en place des réseaux collaboratifs où la population coproduit
produit les solutions. C'est un changement de paradigme total. Et enfin, 6e et dernière partie, la redéfinition de nos indicateurs de succès national. Si on veut évaluer le succès à long terme d'une politique, il faut se rendre à l'évidence. Notre obsession presque maladive pour le produit intérieur brut, le fameux PIB, passe complètement à côté du bien-être humain. C'est fou quand on y pense. Le PIB augmente même lors d'une catastrophe pétrolière ou pendant une épidémie, simplement parce qu'on dépense de l'argent pour réparer ou soigner. Heureusement, on a l'indice de développement humain. Conçu par des visionnaires comme Amartya Sen, cet indicateur est bien plus proche de la réalité. Il mesure l'expansion de nos libertés, l'espérance de vie et le niveau d'éducation. C'est quand même beaucoup plus pertinent, non? Mais attendez, il y a un hic. Souvent, les pays qui ont un super indice de développement humain ont aussi une empreinte écologique totalement désastreuse. Donc, pour évaluer correctement une politique, il faut impérativement intégrer des critères de durabilité environnementale. On parle de mesurer les émissions de CO2 par habitant, de surveiller la qualité de l'air ou d'évaluer à quelle vitesse on vive nos nappes phréatiques. Sans l'intégration stricte de ces indicateurs pour respecter les limites de notre planète, on va droit dans le mur. Et cela me fait penser à cette citation d'Oscar Wilde, d'ailleurs reprise par l'Organisation mondiale de la santé, « Le cynique connaît le prix de tout et la valeur de rien ». C'est exactement le danger qui nous guette aujourd'hui. On a tendance à tout réduire, y compris la nature et les relations humaines, à des simples chiffres financiers. C'est une dynamique destructrice qui transforme par exemple des forêts essentielles à la vie en de vulgaires lignes comptables pour vendre du bois. On perd complètement le sens des réalités. Ce qui m'amène à une réflexion finale pour clore cette analyse. Si l'argent a jusqu'ici dominé toutes nos évaluations de succès, on est en droit de se demander et si l'éthique, ou même une forme de spiritualité laïque, comprise comme une force de vie universelle, devenait la nouvelle boussole de notre développement. Redéfinir le succès d'une nation autour du bonheur réel des gens et de la préservation de notre planète, c'est sans doute le défi de gouvernance le plus monumental qui nous attend. Alors d'après vous, sommes-nous prêts à changer de boussole ?